Je marchais dans le couloir de Walmart lorsque mes yeux se posèrent d'un sur elle. Les lunettes. Simples, mais avec quelque chose de spécial. Une monture à motif léopard, comme si elle avait été peinte à la main, et une brillance mate sur les côtés en plastique. Elle semblait m'appeler, se démarquant sur le comptoir parmi les autres montures bon marché pour la lecture. L'étiquette affichait le prix. 5,99 $, une broutille, n'est-ce pas? Mais une vieille habitude, tel un serpent, s'agita silencieusement en moi, et ma main se déplaça instinctivement pour glisser ce plastique bon marché dans la poche de ma veste. Je m'arrêtai, je me forçai à rester immobile, je pris un moment. Je restais simplement là, les fixant, presque en train de les admirer. « Danny ?» La voix de Jessica me sortit abruptement de ce étrange transe. Je me retournai et croisai son regard. Elle était au bout du couloir avec le chariot, fronçant légèrement les sourcils. « J'arrive, chérie, » murmurai-je, me forçant à détourner les yeux du comptoir. Mais avant de partir, je jetai un dernier coup d'œil, et sur le visage de Beck, ma maudite voix intérieure, un sourire moqueur apparut. « Je ne pensais pas le faire, » murmurai-je entre mes dents, comme pour me justifier devant un juge invisible. Je fourrai mes mains dans mes poches et rejoignis Jessica. Elle avançait à grands pas, décidée dans le couloir, tandis que je la suivais en traînant des pieds, tentant d'ignorer cette sensation collante dans mes doigts, comme s'il voulait encore saisir ses lunettes. « Et ces bonbons-là » Beck se lança à nouveau, cette fois avec un paquet de Twizzlers rouges dans les mains. Son visage pâle affichait une sorte de joie enfantine. « Non, Beck, » répondit Jessica, fatiguée, en se frottant le nez. « Je t'ai dit que ce n'était que le strict nécessaire. Si tu veux des bonbons, trouve un boulot et arrête de camper sur mon canapé. » Beck fit une grimace de fausse tristesse, mais obéit, reposant le paquet sur l'étagère. Il croisa les bras et resta immobile, tel un enfant contrarié, tandis que Jessica examinait les étagères des pâtes. Je le regardai, puis je jetai un coup d'œil au Twizzler qu'il avait abandonné. Soupirant, je fis un geste vers l'étagère. Son visage s'illumina instantanément, et il reprit les bonbons comme s'il venait de gagner à la loterie. « Je vais payer, » dis-je, interceptant le regard irrité de Jessica. Il fait un effort, vraiment. Il traverse juste une mauvaise passe. En plus, un paquet de bonbons ne me ruinera pas. Jessica soupira, me lança un regard lourd de sens, puis reprit sa recherche parmi les produits. « Merci, frère, » murmura Beck en me tapotant l'épaule. « T'es le meilleur. »« Arrête de me causer des problèmes avec Jess, » répliquai-je sèchement. Mais il se contenta de rire avant de repartir fouiller parmi les étagères. 21 minutes plus tard, nous arrivâmes aux caisses. Tandis que Beck et moi placions les courses sur le tapis roulant, je remarquai que Jessica s'était arrêtée et regardait fixement un panneau près des toilettes. « Ce sont des personnes disparues ?» demanda-t-elle pensivement en désignant le panneau d'affichage près de la caisse. Je tournai la tête. Le mur était couvert de brochures. J'en comptais 15. 15 visages disparus dans notre petit village oublié. C'était trop. D'habitude, il y en avait 3 ou 4, 5 au maximum. Maintenant, quelqu'un disparaît, chaque semaine, dit tranquillement le caissier en scannant nos achats. On dit que ce sont des trafiquants d'êtres humains. Ou peut-être qu'ils sont tous allés au cirque, ajouta Beck en se grattant le nez. Jessica et moi le fixâmes. Se rendant compte, il inspira brusquement et se nettoya le doigt sur son t-shirt. « Parfois, je me demande pourquoi je continue à lui parler, » murmura Jessica en sortant sa carte pour payer. « Tu sais, moi aussi je me le demande souvent, » lui répondis-je à voix basse. Nous sortîmes du magasin. La nuit enveloppait le parking d'un manteau épais. Je jetai un dernier regard au mur des dépliants avant que les portes ne se ferment derrière nous. 15 personnes, disparues sans laisser de traces. Nous chargeâmes rapidement les sacs dans le coffre de la Honda Accord argentée de Jessica, modèle 2016. La nuit avait déjà pris le contrôle, recouvrant le parking de la lumière faible de quelques réverbères fatigués. Jess, ma blonde aux yeux bleus, s'installa au volant tandis que Beck et moi échangeons des regards défiants. C'était un jeu, un rituel, une vieille habitude. Nous connaissions tous les règles. Celui qui arrive le premier sur le siège du passager gagne. Cette fois, la victoire fut la mienne. Tel un véritable sprinter, je réussis à m'installer dans le siège du passager à peine une seconde avant que Beck n'attrape la poignée. Il leva les mains en signe de reddition, comme un chien réprimandé, et se dirigea vers la banquette arrière, les traits marqués par une mauvaise humeur. Je lui lançai un regard triomphant à travers le rétroviseur, et lui, sans sourciller, me fit un doigt d'honneur. Jessica roula simplement des yeux. « Vous êtes 2 idiots, tous les deux, » murmura-t-elle en tournant la clé du contact. « Mais des idiots fidèles aux traditions, » répondis-je en souriant, en m'installant confortablement. Nous démarrâmes du parking. La route était déserte, comme une ville fantôme. Il était presque minuit. Pour Jess et moi, aller faire les courses à cette heure-là était devenu une habitude. Moins de monde, moins de stress. Et Beck, il était toujours prêt à nous accompagner, surtout si son esprit était embrumé par quelques bouffées de salade du diable. Nous écoutions Green Day, fort et énergique.
La route défilait sous les roues lorsque soudain, un éclat de lumière rouge et bleue brisa la nuit. Une sirène perça le silence et le corps de Jessica se tendit immédiatement. « Qu'est-ce que… » « Je ne dépasse même pas la vitesse, » murmura-t-elle, irritée, en jetant un coup d'œil au compteur de vitesse. Je me tournai vers Beck. Son visage avait l'expression de celui qui n'a rien remarqué. « Peut-être que ce n'est pas pour nous, » dit-il d'un ton nonchalant. « Sur cette route déserte ? Bien sûr que si, génie, lui répliquai-je, sentant l'anxiété monter en moi. Jessica ralentit et alluma le clignotant, les yeux rivés sur le rétroviseur. « Merde !» murmura-t-elle en se rangeant sur le bas-côté. « Pourquoi il me stoppe ?» C'est alors que Beck brisa le silence, sortant quelque chose de la poche de sa veste. « Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le dire, mais j'ai volé quelque chose. Pour toi, Danny. » Il sortit des lunettes de soleil. Oui, celle-là, avec le motif léopard. Je portais une main à mon front, réprimant un gémissement. Jessica se coucha la tête dans les mains, comme si elle essayait de se réveiller d'un cauchemar. « T'es un idiot, Beck !» lui lança-t-elle sans même le regarder. « Tout ira bien, tentai-je de la rassurer. Ce n'est pas à cause des lunettes, c'est probablement la fin de leur service et ils doivent remplir leur quota. »« C'est un mythe, » commenta Beck d'un ton lugubre, en se grattant un doigt. Il faisait ça chaque fois qu'il était nerveux. « Tais-toi, Beck !» Lui et moi criâmes en chœur. Dans le rétroviseur, une silhouette apparut. L'officier se rapprochait de la voiture et mon cœur se mit à battre fort, comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Je pouvais à peine distinguer son visage dans l'obscurité, mais des lunettes de soleil ridiculement noires pour la nuit et une fine moustache me firent serrer les dents. « Permis de conduire et carte grise, mademoiselle, » dit-il avec un léger accent du Sud. Jessica, la mâchoire serrée, chercha dans son sac, tandis que j'ouvrais la boîte à gants pour prendre les papiers. D'une main presque tremblante, elle lui tendit son permis. « Êtes-vous consciente que vous dépassiez la limite de vitesse ?» demanda-t-il en examinant les documents. « Officier, j'allais à 75, comme l'indique la limite, » répondit-elle en s'efforçant de maintenir une voix ferme. Il sourit, comme s'il savourait le moment. Le radar indiquait 95. « C'est n'importe quoi, » murmurai-je pour moi-même. « Quoi donc, officier ?» essayai-je de garder mon calme dans ma voix, bien que je tremblais intérieurement comme une feuille au vent. Sur son badge, on pouvait lire « Bradshaw », un nom qui sonnait déjà comme un avertissement de danger. L'officier serra les lèvres, comme s'il essayait de contenir son irritation. Sa voix vibra légèrement lorsqu'il répondit « Restez dans le véhicule, je reviens tout de suite. » Sur ce, il se dirigea vers sa voiture de patrouille. Dès qu'il disparut de notre vue, Jessica, agrippée au volant, explosa. « C'est une folie. Je sais très bien que je ne dépassais pas la vitesse. 95. Il se moque des sangs de moi. »« Calme-toi, chérie, tentai-je de la rassurer. C'est sûrement une erreur. Si besoin, on cherchera les caméras et on prouvera que tu as raison. Tu crois vraiment que ça va se régler ?» Sa voix tremblait, mais il y avait une lueur d'espoir en elle. « Bien sûr, c'est ta première infraction. C'est peut-être juste un avertissement, » répondis-je avec la plus grande assurance possible, bien que, au fond de moi, je n'étais pas si sûr. Mais Beck, ce putain de prophète du chaos, ne pouvait s'empêcher d'ouvrir la bouche. « J'ai un mauvais pressentiment, les gars. Très mauvais. »« Tais-toi, Beck !» Jessica se tourna vers lui, furieuse. « Si tu dis encore un mot de ce genre, je te vire de la voiture. » Beck ouvrit la bouche, mais n'eut pas le temps de répondre. Je vis dans le rétroviseur que Bradshaw revenait vers nous. Cette fois, il n'était pas seul. Un autre officier était sorti de la voiture de patrouille. Son badge portait le nom de Bailey. Ils marchaient ensemble vers nous, comme deux prédateurs qui viennent de repérer leur proie blessée. « Jessica Davis, vous êtes en état d'arrestation pour excès de vitesse », annonça Bradshaw d'une voix monotone. « Quoi ?» cria Jessica. « C'est absurde, je n'ai rien fait de mal. Vous êtes aussi accusé de dommages sur les feux arrière et de manque de plaques d'immatriculation, » continua-t-il, implacable. Nous nous tournâmes tous en même temps vers la voiture. Les feux arrière étaient intacts, et la plaque d'immatriculation parfaitement visible sur le pare-choc. Mais avant que nous puissions dire quoi que ce soit, nous entendîmes un craquement soudain, celui d'un verre brisé. L'un des officiers venait de casser un phare arrière avec une batte en aluminium. « Sortez du véhicule, madame !» ordonna Bradshaw. « Hors de question !» cria Jessica en montant la vitre. Elle tenta d'accélérer, mais en vain. Le verre arrière explosa en 1000 morceaux, une pluie de fragments s'abattant sur nous. « J'ai dit, sortez de la voiture !» rugit Bradshaw. Nous n'eûmes d'autre choix. Nous sortîmes. Mes jambes tremblaient tellement que je me sentais comme un adolescent pris en flagrant délit de vol dans un magasin. Bailey m'attrapa et me poussa contre la voiture, tandis que Bradshaw traînait Jessica. Beck, fidèle à sa nature, me tenta de fuir. Mais il ne fit pas long feu. Bailey le rattrapa en un éclair. Je ne sais pas comment. Le type avait l'air d'avoir pour routine matinale d'aller chercher des beignets, mais il attrapa Beck avec une rapidité terrifiante. Ils commencèrent à se battre. Beck donna quelques coups, mais l'officier était plus fort. Avec un craquement que je peux encore entendre dans ma tête, Bailey lui brisa la jambe avec la batte. Beck hurla, mais sa voix s'éteignit rapidement quand son visage se retrouva sous le pied de l'officier.
Arrêtez ! Cria Jessica entre deux sanglots. Je ne pouvais pas parler. Je vomis dans le fossé. Peu de temps après, on nous enferma tous dans la voiture de patrouille. Beck était à peine conscient. Il tenait la main de Jessica tandis que la voiture avançait dans l'obscurité. Personne ne parla. Personne ne bougea. Seuls les faibles gémissements de Beck remplissaient ce silence étrange et sinistre. Lorsque nous arrivâmes enfin au commissariat, le lieu semblait plongé dans une tranquillité oppressante. Il n'y avait que quelques voitures garées, et le bâtiment, petit et oublié, ressemblait davantage à un recoin perdu du monde qu'à un centre de justice. Il était évident que la station était presque vide. Apparemment, seuls Bradshaw et Bailey étaient de service. Quelle chance, hein ? Comme prévu, Bailey resta avec le corps meurtri de Beck, le traînant comme un sac poubelle, tandis que Bradshaw s'occupait de nous. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point Beck respirait difficilement, son visage si pâle qu'il ressemblait à un cadavre. En entrant, nous nous retrouvâmes dans une petite pièce avec quelques bureaux, quelques ordinateurs et des chaises d'attente usées. Les lumières clignotaient et l'air était saturé de l'odeur aigre de vieux café et de plastique brûlé. Un couloir à gauche menait aux cellules. C'est là qu'on nous enferma, dans une grande mais étroite cellule, assez spacieuse pour nous accueillir, mais suffisamment claustrophobique pour nous faire sentir piégés. Bailey lança Beck au sol d'un coup sec, sans aucune délicatesse, et commença à fouiller dans ses poches. Il lui enleva sa veste, sortit son téléphone et l'inspecta minutieusement avec une précision presque sadique. Pendant ce temps, Bradshaw me fouillait. D'abord, il me palpait par-dessus ma veste, puis il m'obligea à l'enlever et recommença à passer ses mains, cherchant quelque chose qui n'existait pas. Profitant d'un moment d'inattention, je glissai mon téléphone dans la poche arrière de mon pantalon. S'ils m'avaient attrapé, j'aurais sûrement regretté, mais ils étaient trop occupés à savourer leur abus de pouvoir. Je jetai un coup d'œil furtif à Bailey qui s'approchait de Jessica. Ses mains commencèrent à la fouiller de manière clairement excessive. Il s'attarda bien trop longtemps sur sa poitrine. Et Jessica réagit immédiatement en l'écartant d'un geste brusque. Furieux, Bailey lui rendit le coup. Son poing s'écrasa contre la joue de Jessica avec une telle force que le bruit de l'impact résonna contre les murs. Elle tomba au sol, portant une main à son visage. Ses yeux se remplirent d'air de larmes, mais elle ne poussa aucun cri. La haine et l'impuissance bouillonnèrent en moi comme du métal fondu. Je me précipitai sur Bailey, mais Bradshaw me retint, m'agrippant par les épaules et me poussant en arrière. « Pas maintenant, gamin » murmura-t-il entre ses dents. « Ne rends pas ça plus difficile. » Jessica, tremblante de douleur et d'humiliation, se releva lentement et aida Beck à s'asseoir sur un banc en métal. Avec des gestes prudents, elle l'ajusta et s'assit à côté de lui, caressant son épaule comme si ce simple geste pouvait apaiser sa souffrance. Je pouvais voir comment elle luttait pour retenir ses larmes, essayant de rester forte, et cela me déchirait de l'intérieur. Satisfait de son travail, Bailey sortit de la cellule en claquant la porte. Il se tourna vers nous avec un sourire cynique et moqueur. « Ça ne te plaît pas, ma belle ? Tu veux que j'ajoute une accusation d'agression sur un officier à ton dossier ?» Ces mots étaient déglacés, empreints de menaces. « T'es un porc corrompu !» cria Jessica, incapable de se retenir davantage. « On n'a rien fait de mal, et tu le sais. » Sa voix tremblait, mais elle portait une telle fureur qu'elle semblait capable de détruire des murs. Bailey s'approcha des barreaux et plissa les yeux. « Essaye encore, princesse, et je vais te montrer ce que sont de vrais problèmes. » Jessica resta ferme, mais il était évident qu'elle était à bout. Sa joue, rouge et enflée, brûlait comme un rappel de jusqu'où ces deux-là étaient en presse à avaler. L'air dans la cellule était saturé d'une mixture étouffante de peur et de haine, une atmosphère si lourde qu'il semblait impossible de respirer. Il était presque 3 heures du matin. Le temps passait aussi lentement qu'une résine en train de durcir. Beck était revenu à lui depuis une 30aine de minutes, mais chaque mouvement semblait lui coûter un effort monumental. Il leva la tête, nous regarda avec des yeux rouges et enflés, et demanda « C'est grave tout ça ?» Sa voix était si faible que j'ai à peine pu l'entendre. « Tu parles de ta jambe ou de ton visage ?» répondis-je avec sarcasme, incapable de me retenir. Jessica me donna un coup de coude, me lançant un regard réprobateur. Beck soupira. Son œil droit était presque complètement fermé, enflé et d'un pourpre profond. Sa lèvre fendue portait une croûte inégale de sang séché. Si son visage était dans cet état, je préférais ne pas imaginer l'état de sa jambe. « On va y aller par étapes. D'abord la jambe, ensuite le visage, » dit-il avec difficulté, forçant un sourire. Jessica s'approcha aussitôt et souleva soigneusement sa jambe pour la poser sur le banc. Beck souffla de douleur. « Eh bien, au moins, tu sens encore la douleur. C'est bon signe, » murmurai-je en essayant de ne pas trop regarder. « Va te faire voir, docteur, » répondit Beck en me montrant son doigt du milieu. Jessica roula délicatement la jambe de son pantalon. Mon estomac se serra instantanément. Le mollet de Beck était couvert d'ecchymoses de toutes les teintes possibles de violet et de vert. Heureusement, il n'y avait pas d'os qui ressortait,
mais le gonflement et la déformation de la jambe parlaient en d'eux-mêmes. « Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a quelque chose de cassé, » murmura Jessica d'une voix basse, essayant de ne pas trop l'inquiéter. Beck hocha la tête et laissa échapper un gémissement. « Ouais, je l'ai entendu craquer. Quelque chose s'est définitivement cassé. » Il me désigna d'un geste. « Maintenant, montre-moi ma gueule. »« Comment ?» demanda Jessica. « Il n'y a pas de miroir ici, et ils ont pris nos téléphones. »« Ah ouais ?» répondis-je en souriant de façon moqueuse, en sortant mon téléphone de derrière ma ceinture. « Eh bien, on dirait qu'ils n'ont pas tout remarqué. »« Quoi putain ?» s'écria Jessica, les yeux écarquillés. Beck et moi l'avons immédiatement fait taire avec un « chut ». « Utilise-le pour demander de l'aide », chuchota Jessica en pointant le téléphone avec urgence. « À qui ? À la police ?» répondis-je en désignant les barreaux de notre cellule. Je passai le téléphone à Beck pour qu'il puisse l'utiliser comme miroir. Il le regarda en silence pendant quelques secondes, puis posa le téléphone sur ses genoux et ferma les yeux. « Alors appelle le FBI ou n'importe qui, mais fais quelque chose », insista Jessica d'une voix basse. Soudain, j'entendis des pas se rapprocher. Beck me rendit précipitamment le téléphone et je le cachai de nouveau sous ma chemise. Alors, le beau dormant s'est enfin réveillé, se moqua Bailey en apparaissant devant les barreaux. « Va te faire foutre !» grogna Beck en levant encore une fois le doigt du milieu. « Avec cette tête, c'est seulement là-bas que tu serais bien accueilli, » rit Bailey. Je ne pus m'empêcher de rajouter un peu d'huile sur le feu. C'est drôle, mais même avec cette tête, Beck a plus de chance avec les filles que toi. Bailey haussa un sourcil et je poursuivis. Les filles aiment les mauvais garçons. Tu leur racontes comment un policier corrompu t'a cassé la jambe et elles t'amènent sûrement de la soupe directement dans la cellule. Jessica soudainement ajouta « Moi, je sortirai avec lui. » Le visage de Bailey devint rouge comme une tomate. Quelque chose en moi se contracta douloureusement en l'entendant, mais je parvins à ne rien montrer. « On va manger quelque chose, Marc, » dit Bradshaw, interrompant l'attention et remarquant que son collègue perdait le contrôle. Ils quittèrent tout de l'espace en claquant la porte derrière eux. Quand leurs pas s'éloignèrent, Jessica remarqua mon expression amère. « Tu sais que je l'ai dit juste pour l'embêter, hein ?» me murmura-t-elle doucement. « Bien sûr que je sais, » répondis-je en haussant les épaules. Elle sourit et ajouta « Sans vouloir t'offenser, chérie, mais Beck, c'est comme un grand gamin défoncé. Dans le meilleur des cas, il a la maturité d'un garçon de 6 ans. » Nous éclatâmes de rire. Beck, entendant notre échange, tenta de protester. « Hé !» Son ton plaintif nous arracha un nouveau fou rire. Même lui finit par se joindre à nous, bien que chaque éclat de rire semblait lui causer de la douleur. Ce fut un moment bref mais nécessaire, un petit répit dans l'infernale nuit qui s'étirait. J'écris cela depuis mon téléphone, le cachant chaque fois que j'entends les pas des officiers. Au début, j'ai pensé à publier ceci sur r/legal advice pour savoir comment gérer ce que ces policiers nous font. Mais maintenant, je comprends qu'aucune loi ne pourra nous aider. Ce qui se passe ici est bien plus terrifiant. Il y a 10 minutes, Bradshaw et Bailey sont revenus. Leur visage était aussi vide qu'auparavant, mais il y avait quelque chose de nouveau chez eux, quelque chose de prédateur. Bailey, avec un léger sourire, sortit les clés et ouvrit la cellule. Jessica, qui dormait sur mes jambes, se réveilla en entendant le bruit du verrou. Nous nous levâmes, essayant de comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je quand Bailey saisit Beck. Sa jambe blessée heurta le béton et il laissa échapper un gémissement de douleur. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» cria Jessica en me saisissant le bras. « Expliquez-nous ce que vous faites !» Bradshaw me lança un regard glacial et dit d'une voix tranchante. « T'avais raison, ces mots me transpercèrent comme un couteau. »« Raison ? À propos de quoi ? Que voulait-il dire ? » ?»« Regarde juste, ajouta-t-il, serrant fermement l'épaule de Beck. Jessica et moi étions paralysés par la peur et la confusion. J'essayais de me rapprocher de Beck à travers les barreaux, mais c'était inutile. Beck tremblait, nous regardant avec des yeux pleins de terreur. « Qui se passe ?» murmura-t-il, se tournant vers les officiers. Et là, je le vis. « Mon Dieu !» murmurai-je en reculant des barreaux. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. « Quoi ? Qu'est-ce que tu vois ?» cria Beck, mais sa voix se brisa. Les yeux de Bradshaw et Bailey commencèrent à changer. Dans leurs pupilles brillait une lueur rouge, malfaisante, comme si un feu infernal brûlait dans leur tête. Leurs dents commencèrent à s'allonger, se transformant en crocs acérés. C'était antinaturel, irréel. « Non !» murmura Jessica, se cachant derrière moi. « Ce n'est pas possible. » Beck tourna la tête pour regarder ses geôliers, et son visage se décomposa en une pure horreur. S'il n'avait pas été maintenu fermement, il serait probablement tombé à terre. Et puis, ça arriva. Bailey et Bradshaw, en même temps, plantèrent dans leur croc dans le cou de Beck. Son cri déchira l'air, mais ne dura pas longtemps. Il buvait son sang avec une avidité monstrueuse, faisant des bruits grotesques à chaque gorgée.
Cela me donna des nausées et je vomis sur le sol en béton. Je ne pouvais pas détacher les yeux, même si j'essayais de m'en détourner. En moins de 2 minutes, tout était fini. Beck resta inerte. Son corps tomba au sol, sans vie, pâle. Ces deux monstres s'essuyèrent le sang du visage avec leurs manches, comme s'il s'agissait d'un rituel. Les taches brunes que j'avais vues plus tôt sur leurs uniformes étaient du sang séché. Jessica pleurait, se cramponnant à mon épaule. Je la pris dans mes bras, luttant pour contenir mes propres larmes. Quand ils traînèrent, le corps de Beck, laissant une mare de sang sur le sol, quelque chose en moi se brisa. Nous sommes maintenant seuls dans cette cellule. J'écris cela en essayant de ne pas regarder le sang qui me rappelle que Beck n'est plus là. Jessica ne parle pas, ne bouge pas. Ses yeux sont vides, comme si son esprit était bien loin d'ici. Beck est mort. Il a été tué par de véritables monstres. Personne ne sait où nous sommes. Personne ne viendra nous sauver. Nous avons besoin d'aide, s'il vous plaît. S'il y avait un jour parfait pour recommencer à faire des petits vols et des larcins, ce serait définitivement aujourd'hui. Dans nos circonstances, je pense que Jessica pourrait fermer les yeux, du moins cette fois. Elle savait, elle aussi, que les règles n'avaient plus d'importance. Je me battais avec un trousseau de clés que j'avais volé à la ceinture de l'officier Bailey un peu plus tôt. À ce moment-là, j'essayais de fouiller les poches de Beck sans que personne ne me voie, avant qu'il ne soit trop tard. Mais maintenant, ces clés étaient notre billet pour la liberté. Jessica était toujours assise dans un coin, pâle comme un cadavre, encore sous le choc de ce qu'elle avait vu. Comment notre ami avait été complètement vidé devant ses yeux, comme si quelqu'un avait pressé un raisin sans le moindre soin. Je n'avais pas le temps pour la panique, ni pour les larmes. Je devais être la colle qui maintenait tout ensemble, même si c'était à peine. Qu'est-ce que tu fais, Danny ?» Sa voix tremblait, mais elle réussit à parler enfin. « J'essaye de nous sortir de cet endroit maudit, » répondis-je à voix basse, lui montrant le trousseau de clés. Le métal brillait faiblement sous la lumière tamisée de la cellule. Soudain, elle souffla, presque en un murmure. « Est-ce que je t'ai déjà dit combien je t'aime ?»« Tu me le diras quand on sortira de cette merde, » lui répondis-je en essayant une autre clé dans la serrure. À la 4e tentative, la porte fit un clic et s'ouvrit. Jessica et moi échangeâmes un regard rapide. C'était une petite victoire au milieu d'une longue liste de défaites. « Tu penses que l'entrée principale est surveillée ?» demanda-t-elle en me suivant dans le couloir. C'est pas aussi léger qu'un murmure. Peut-être. Mais je ne vais pas sortir sans quelque chose pour me défendre. Il doit y avoir un arsenal quelque part. Ou au moins quelque chose qui y ressemble. Je secouai le trousseau de clés devant elle. Elles peuvent ouvrir toutes les portes. Elle hocha la tête, et dans ce geste, il y avait quelque chose de nouveau, de la détermination, ou du désespoir. Parfois, c'est la même chose. Nous tournâmes à gauche, loin de l'endroit où j'étais sûr qu'étaient venus ces choses, des policiers avec des visages humains, mais des âmes sorties directement de l'enfer. Nous marchions, en silence, presque sur la pointe des pieds, essayant de nous fondre dans l'immobilité des couloirs. Les portes s'ouvraient les unes après les autres, mais nous ne trouvions rien d'utile, des salles d'interrogatoire, des bureaux, des entrepôts. Où diable était l'armement? En fermant une autre porte, nous entendîmes des pas, lourds, assurés, se rapprochant du couloir où se trouvait notre cellule. Sans réfléchir, nous nous précipitâmes vers la porte la plus proche et nous glissâmes dans une pièce sombre. Je tournai rapidement une clé dans la serrure, nous enfermant à l'intérieur. Dehors, les cris brisèrent le silence. « Putain, ils se sont échappés !» C'était Bradshaw, sa voix bouillait de rage. « Où sont mes clés ?» rugit Bailey en réalisant le vol. « Trouvez-les, maintenant !» Les pas résonnaient dans les couloirs comme des coups de marteau sur du verre. Jessica et moi nous regardâmes sans dire un mot. Je mis un doigt sur mes lèvres, bien que cela fût inutile. Elle se couvrait déjà la bouche de la main, comme si elle avait peur que sa respiration nous trahisse. Les pas se rapprochèrent lentement de notre porte, s'arrêtèrent, puis s'éloignèrent. Nous expirâmes en même temps, comme si quelqu'un avait retiré une main invisible de nos gorges. « Il faut qu'on bouge », murmurai-je lorsque le couloir retrouva enfin son silence. Mais Jessica tâtonna la paroi et trouva l'interrupteur. Les néons clignotèrent, remplissant la pièce d'une lueur bleutée et terrifiante. Je l'ai vue avant elle, et je jure que j'aurais donné n'importe quoi pour ne jamais l'avoir vue. Mon cœur se mit à marteler comme une alarme dans ma tête. Elle se tourna vers moi, et je dus lui couvrir la bouche pour empêcher son cri de nous trahir. Même ainsi, j'entendais son gémissement étouffé, plein de panique. Par terre, contre les murs, sur les tables et les étagères, il y avait des corps. Ou ce qu'il en restait. Ils n'avaient pas de visage, juste des orbites vides, noires, comme l'abîme. Et ils semblaient nous regarder directement. L'arsenal était exactement là où je l'attendais, mais il venait avec une surprise désagréable. Le corps de Beck. Il l'avait laissé traînant sur la table, entouré par les casiers d'armes, comme s'il cherchait à l'exposer. Au moins, ces créatures avaient eu la décence de mettre ce qu'il en restait dans un sac pour cadavres, mais cela n'enlevait rien à l'horreur de la scène.
Jessica se recroquevillait dans un coin de la pièce, luttant pour rester entière tandis que je m'avançais lentement vers la table, presque instinctivement. Le corps était impossible à ignorer. Il était là, au centre de la pièce, comme si l'espace lui-même insistait pour qu'on ne puisse pas échapper à cette image. Lorsque je m'approchais, une vague de rage commença à m'envahir, montant comme une marée incontrôlable. Je sentais mon sang bouillir, comme si quelqu'un avait ouvert une valve en moi. Sur le coup de bec, on pouvait voir 2 rangées de blessures profondes et parfaitement alignées. Le sang était coagulé, mais de petites traces continuaient de descendre lentement. Là où il n'y avait pas de coupure ou d'hématome, sa peau avait un teint pâle, cadavérique. Sa jambe brisée restait tordue dans un angle impossible. Mais le pire, c'était son visage. Ses joues étaient os creusés, et ses yeux, ouverts et vides, reflétaient le dernier instant de son horreur. J'étendis la main, et, retenant mes larmes, je fermai ses paupières. C'était suffisant. Je ne pouvais pas continuer à le regarder. Je me tournai vers les casiers, me raccrochant à l'action comme à une ancre. Quelque chose de pratique, quelque chose qui me distrairait de toute cette folie. Je commençai à essayer les clés. « Il était mort, Jess !» dis-je en soupirant, tout en insérant la première clé dans la serrure. « Ces choses ont tué Beck. »« Danny !» murmura-t-elle, mais sa voix ne me parvenait presque pas. C'était comme si elle parlait de l'autre côté d'une brume épaisse. Derrière moi, j'entendis un faible bruit, un murmure à peine audible. Je supposai que c'était Jessica qui se rapprochait. L'une des clés s'emboîta, enfin, et le casier s'ouvrit avec un grincement. Rapidement, je pris un fusil à pompe. « Ils l'ont tué devant nous !» grognai-je entre mes dents. « Ils l'ont torturé et vidé comme un chiffon. »« Danny !» dit Jessica plus fort cette fois, mais je l'ignorais. Les images continuaient de se multiplier dans mon esprit. Beck, son regard, ses marques horribles sur son cou. Tout était trop réel, trop vivant. Je trouvai un pistolet pour Jessica, refermai le casier et me retournai. Je vais tuer ces salauds, même si c'est la dernière chose que je fasse. « Danny !» Maintenant, sa voix était chargée de panique. Je me tournai vers elle, prêt à lui crier de se calmer, mais les mots moururent dans ma gorge. Mon corps se figea, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton de pause. Là, sur la table, dans le sac pour cadavres, Beck était assis, sa tête légèrement inclinée, et ses yeux brillaient faiblement sous la lumière tamisée. « Salut les gars, ça va ?» dit-il d'une voix décontractée, comme si on s'était croisés dans la rue. « And nothing special » balbutiai-je, m'accrochant au fusil à pompe comme s'il était la seule chose qui pouvait me maintenir sain d'esprit. Je priais pour qu'il soit chargé. « Comment tu te sens, Beck ?» murmura Jessica derrière moi, la voix brisée. Beck regarda autour de lui, comme s'il essayait de comprendre sa nouvelle condition. Il bougea d'abord la jambe qui était brisée, il ne montra aucun signe de douleur, puis il leva les mains et les observa avec curiosité. « Vous savez quoi ?» dit-il, comme s'il parlait pour lui-même. « Je me sens même mieux qu'avant. » Puis il nous regarda droit dans les yeux. Ses yeux commencèrent à briller d'un rouge surnaturel, une lueur glaciale qui figeait le sang. Puis il sourit, dévoilant une rangée de dents aussi tranchantes que des lames. « Mais vous savez quoi ? J'ai faim !» À ce moment-là, il siffla comme un serpent enragé et sauta vers moi. Je réagis instinctivement, levai le fusil et tirai directement dans sa poitrine. Le tir résonna avec un bruit assourdissant qui nous étourdit tous les deux, et le corps de Beck fut projeté en arrière, frappant la table d'un coup sec. Pendant un instant, je ressentis un soulagement. Peut-être que tout était enfin fini, mais la réalité me frappa brutalement. Les coups de feu avaient résonné à travers tout le bâtiment, et maintenant, ces vampires, savaient où nous étions. Ils viendraient pour nous. Bientôt. Jess et moi nous préparions à courir vers la sortie lorsque, contre toutes les lois de la vie et de la mort, le corps de Beck se balança en avant. Il se rasseyait sur la table comme si le tir n'avait été qu'un simple malentendu. Derrière moi, j'entendis le cri étouffé de Jess. Pendant ce temps, Beck porta une main à sa poitrine et, d'un ton offusqué, comme si j'avais enfreint une règle non écrite, s'écria « Tu m'as tiré dessus ?» Je haussai les épaules, essayant de paraître calme, bien que je sois en train de trembler intérieurement. « Eh bien, oui. Pour être honnête, tu essayais de nous manger. » Il resta silencieux un moment, comme s'il digérait ma réponse, puis haussant les épaules à son tour. Mais en un clin d'œil, ses yeux brillèrent d'un rouge intense, et de sa bouche émergèrent des crocs acérés. J'essayais de viser sa tête, mais mes mains tremblaient, et la balle alla se loger dans son épaule. Cela ne dura pas longtemps. Dans un bruit humide et dégoûtant, des morceaux de muscles et de tendons furent du projetés dans l'air. Son bras resta suspendu, inutile, comme celui d'une marionnette brisée. « Mon Dieu, tu m'as encore tiré dessus !» s'écria-t-il, visiblement indigné, comme si j'avais trahi un pacte de chevalerie. Mais alors qu'un son répugnant de os craqués et de chair qui se régénérait emplissait l'air, sa blessure commença à se refermer. Un nouveau bras poussa là où l'ancien avait été déchiqueté, comme si quelqu'un réparait un jouet cassé. « Oh mon Dieu !»
murmura Jess, retenant ses nausées. Ce n'est pas normal. Eh bien, dit Beck en plissant son nouveau bras comme si ce n'était rien de particulier. Puis il se redressa et son corps adopta la posture tendue d'un prédateur prêt à se jeter sur sa proie. Maintenant, je suis affamé et en colère. Cours, criai-je, tirant Jess avec moi. Nous nous élançâmes dans le couloir et je fermai la porte derrière nous, tournant rapidement la serrure. Un coup sourd retentit de l'autre côté, comme si Beck avait foncé sur la porte avec tout son poids. Jess trébucha, mais je la rattrapai en lui tenant la main, et nous continuâmes à courir. Un autre choc secoua la porte, cette fois accompagné d'un bruit différent. Le craquement du bois, sec et perçant, comme un éclair frappant un arbre mort. Beck avait détruit la porte. Ses pas résonnaient, rapides et lourds, comme ceux d'un animal furieux. Je jetai un coup d'œil en arrière, juste à temps pour voir Bailey et Bradshaw apparaître dans le couloir. Leurs yeux brûlaient, eux aussi d'un rouge terrifiant, et leurs visages étaient lents et déformés par un rictus sinistre. Je sentis mon cœur se serrer, mais la peur me donna une décharge d'adrénaline, et nous continuâmes à courir vers la porte par laquelle nous étions venus. « Plus vite !» criai-je en tirant sur ceux qui nous suivaient. Les balles les atteignaient, mais il semblait qu'elles ne leur faisaient aucun mal. Ils se déplaçaient avec une vitesse surnaturelle. Jess laissa échapper un cri quand Beck fut à seulement quelques pas de l'attraper. J'ouvris une porte au hasard, la poussai à l'intérieur et la refermai brutalement. Nous nous retrouvâmes dans une salle d'interrogatoire. Retenant mon souffle, je traînai une chaise en bois et la coinçai contre la poignée, ajoutant ainsi un léger obstacle entre nous et ces monstres. De l'autre côté, des coups violents retentirent. Ils essayèrent de défoncer la porte, et chaque impact résonnait comme un écho sinistre dans notre petit refuge. « Ils ne pourront pas rester là indéfiniment !» cria Bailey, la voix remplie de rage. La voix de Beck, étrangement taquine et pourtant terrifiante, se faufila à travers le bois. « Vous avez vu ce que j'ai fait à cette autre porte, non? Vous croyez vraiment que ça va vous sauver? Jess et moi étions piégés, littéralement et figurativement. Elle tremblait, se serrant dans ses bras, les yeux brillants, des larmes prêtes à couler. « Que va-t-on faire, Danny? J'ai peur. Je ne veux pas mourir. » La voix de Beck traversa la porte comme un sifflement maléfique. « Tu ne vas pas mourir, je vais juste te dévorer. » Bradshaw riba de l'autre côté de la porte et ajouta « Eh bien, techniquement, tu mourras, que ce soit dévoré ou non. Mais si tu préfères, on peut toujours te transformer. » Je pris une grande inspiration, tout en préparant le fusil à pompe. « Vise bien, peu importe ce qui franchira cette porte, souviens-toi, ce n'est plus Beck. »« Oh, Danny, tu penses vraiment cela de moi ?» dit-il. Et sa voix, encore familière, se remplit d'un sarcasme monstrueux. Je l'ignorais. Je me tournai vers Jess, qui tenait un pistolet comme si c'était un objet totalement étranger pour elle. Elle tremblait tellement qu'elle semblait prête à s'effondrer. « Je sais pas comment tirer, » balbutia-t-elle. Les coups contre la porte se firent de plus en plus violents. La chaise qui bloquait la poignée craqua, et le bois commença à se fendre. Il ne nous restait que quelques secondes. Rapidement, je me rapprochai de Jess et lui montrai comment désactiver le cran de sûreté. « Regarde, tu enlèves le cran, tu charges l'arme, tu vises et tu tires. Mais s'il te plaît, ne me tire pas dessus, d'accord ?» La porte se détacha de ses gonds, et les créatures pénétrèrent dans la pièce avec un rugissement glacé. Dans cet espace confiné, les tirs résonnèrent sourdement, tandis que Jess et moi luttions désespérément pour gagner du temps. Mon tir propulsa Bradshaw en arrière, il s'écrasa hors de la salle comme une poupée jetée avec colère. La balle de Jess atteignit Bailey dans l'abdomen, mais il ne cligna même pas des yeux. Cependant, mon tir suivant à sa tête fut plus efficace. Il s'effondra, bien que je savais que ce ne serait que temporaire. Beck, telle une bête sauvage, se faufila entre les corps tombés de ses compagnons. Il sauta sur la table, ses yeux brillaient d'un rouge féroce, et sa bouche se tordit en un sourire prédateur. Son grondement, son sifflement, sa faim, tout cela émanait de lui en une vague qui menaçait de nous écraser. Je visais avec le fusil, mais je n'entendis qu'un bruit traître de clics. « Merde, plus de balles !» murmurai-je, sentant la désespérance commencer à m'envahir. « Moi non plus, je n'ai plus de balles !» cria Jess, jetant son pistolet au sol dans un geste de désespoir avant de se recroqueviller dans un coin. Beck sauta de la table, son regard fixé sur Jessica, faible, vulnérable. Il se jeta sur elle, avec une force inhumaine, la projetant au sol. Son cri déchira l'air alors qu'il la maintenait au sol, grognant juste devant son visage. Je courus vers lui, utilisant le fusil comme un gourdin, et frappai son dos de toutes mes forces. L'impact ne lui causa aucun dommage, mais il m'enragea. D'un simple mouvement, il m'écarta comme un pantin de chiffon, me projetant contre le mur. Le choc me coupa le souffle. « Attends ton tour !» grogna-t-il, se penchant vers le cou de Jessica. Ses crocs brillaient sous la faible lumière. Elle hurlait, se tordant, tentant de se libérer, mais Beck la tenait avec la force d'un piège en acier. Alors je le vis, un morceau de bois cassé du fauteuil que nous avions utilisé pour bloquer la porte. Il était là, au sol,
avec une pointe brisée pointant vers le haut. C'était notre seule chance. Je le pris, courus vers Beck et l'enfonçai dans son dos de toutes mes forces. Un cri viscéral et presque animal s'échappa de sa gorge. Il se recula, son emprise se desserra, et Jessica réussit à s'échapper, courant vers moi. « Cours !» criai-je. Et nous nous précipitâmes vers la sortie sans regarder en arrière. Le couloir semblait interminable, mais enfin, nous le vîmes. La lumière de l'extérieur, notre salut. Jessica était déjà près de la porte quand je m'arrêtai. « Attends !» criai-je en apercevant le bureau du réceptionniste. Je saisis rapidement un trousseau de clés et lui fis signe de me suivre. L'air frais de la nuit frappait mon visage quand nous sortîmes enfin. J'appuyai sur un bouton du trousseau et les lumières de la voiture de patrouille clignotèrent, indiquant où elle se trouvait. Nous nous précipitâmes vers elle, mon cœur battant à tout rompre. « 700, ce n'est pas le tien, n'est-ce pas ?» demandai-je en voyant des taches rouges sur sa chemise et sa veste verte. « Non, c'est celui de Beck. Maintenant, s'il te plaît, on y va !» cria-t-elle, montant sur le siège passager. Je mis la clé dans le contact et le moteur rugit au démarrage, mais la joie fut de courte durée. À peine appuyai-je sur l'accélérateur que 3 silhouettes émergèrent des barrières du bâtiment. Leurs yeux brillaient comme des étoiles rouges, et leurs mouvements étaient rapides, surnaturels. « Démarre, démarre, démarre !» cria Jessica, sa voix tremblant de terreur. « J'y vais !» répondis-je, enfonçant l'accélérateur à fond. Soudain, un coup métallique violent secoua la voiture. Quelque chose avait sauté sur le toit. Des griffes, tels des crochets en acier, commencèrent à percer le métal, et une main traversa la fenêtre à côté de moi. Une autre griffe arracha la porte du côté passager. Jessica cria lorsqu'elle fut saisie. Je freinai brusquement, et la créature qui se trouvait sur le toit fut projetée sur la route. Mais le monstre qui avait attrapé Jessica ne lâcha pas sa proie. Il la tira hors de la voiture avec une facilité terrifiante. « Jess !» criai-je, ouvrant la porte et courant après elle. La créature la traînait vers le commissariat comme un trophée. Je n'avais pas de plan, seulement de la rage et de la désespoir. Je ne pouvais pas laisser ces choses l'emporter, pas maintenant, pas de cette manière. « Fuis sans moi, Danny, fuis, je vais bien, cours, juste cours !» cria Jessica, sa voix aiguë, emplie de panique et de désespoir. Elle tendit la main vers moi, mais le monstre la tira à nouveau vers les ombres. Je restai paralysé, déchiré entre l'impulsion désespérée de la sauver et la terreur absolue de ce qui nous entourait. Mais la logique, ou quelque chose qui y ressemblait, prévalut. Il valait mieux chercher de l'aide et revenir que de mourir ici, maintenant. Les dents serrées, je sautai à nouveau dans la voiture de patrouille et démarrai le moteur. Mon cœur battait si fort que j'avais à peine conscience des bruits autour de moi. La voiture démarra brusquement et je passai sur le corps du vampire qui était tombé du toit plus tôt. Le choc fut brutal et, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressentis une satisfaction fugace et sombre. Après avoir roulé quelques minutes, mes nerfs commencèrent à céder. Puis un énorme cerf, ou quelque chose qui y ressemblait, surgit de nulle part, traversant la route devant moi. Mes réflexes agirent avant que je ne puisse réfléchir. Je tournai le volant pour l'éviter, mais cela ne fit qu'empirer les choses. La voiture dérapa et en quelques secondes, elle se renversa sur le côté. Le bruit de l'impact fut assourdissant. « Merde !» lâchai-je, essayant de déterminer si j'avais quelque chose de cassé. Heureusement, mes blessures étaient mineures, quelques coupures, quelques bleus et une cheville foulée, mais je savais que je n'avais pas de temps à perdre. Si ces créatures suivaient ma trace, elles me retrouveraient rapidement. M'échappant comme je pouvais de la voiture écrasée, je pris la seule décision qui semblait avoir du sens. Je courus vers la forêt. Et ça va, ce lichon, m'a dit que la forêt était sombre et froide, mais la lumière de la lune me permettait d'avancer. Je savais que si je prenais le chemin direct, je reviendrais tout droit vers ceux qui me traquaient. Les ombres dansaient dans la forêt, éclairées par la lumière irrégulière de la lune qui se faufilait à travers les branches. Ignorant la douleur lancinante de ma cheville et la fatigue qui commençait à me submerger, je continuais à avancer. La seule énergie qui me restait était l'adrénaline, mais je savais qu'elle ne durerait pas longtemps. Soudain, je trébuchai sur la racine d'un arbre. Le choc fut si soudain que je ne compris même pas comment je me retrouvais au sol. Là, sur la terre froide, je vis ma respiration se former en petits nuages dans l'air nocturne. Pendant un instant, j'eus l'espoir d'avoir couru assez longtemps pour être hors de portée, mais le calme de la nuit fut brisé par un bruit. Le craquement d'une branche, lointain mais incontestable. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était peut-être qu'un cerf, me dis-je, mais quelque chose au fond de moi savait la vérité. Ce n'était pas un cerf. Quelques instants plus tard, une silhouette apparut à l'horizon. Je me redressai lentement, me mordant la lèvre pour ne pas crier à cause de la douleur qui traversait ma cheville. La lumière de la lune illumina son visage, et je sentis quelque chose en moi se briser. « Jessica !»« Non » murmurai-je en voyant ses yeux rouges ardents et les crocs qui brillaient sous la lumière.
Mon doux et petit Danny, dit-elle, sa voix douce et pourtant profondément sinistre. Soudainement, ses yeux retrouvèrent cette lueur humaine, familière. « Je ne suis pas ton Danny, répliquai-je, reculant autant que ma cheville blessée me le permettait. Le monstre devant moi n'était pas la fille que j'avais aimée. « Arrête de faire semblant, Danny, dit-elle, sa voix suintant de poison. Rejoins-nous, quand je te transformerai, on redeviendra une famille. Toi, moi et Beck. Jamais. » Son sourire se tordit, et ses yeux revinrent briller d'un rouge cruel. « Je ne me souviens pas t'avoir donné le choix. » Avant que je ne puisse réagir, elle se jeta sur moi, dévoilant ses crocs avec un rugissement qui coupa l'air comme un couteau. Je savais que c'était la fin, mais au lieu de me rendre, je ressentis quelque chose de nouveau en moi, une détermination désespérée. Ma petite amie et mon meilleur ami étaient morts. Ma cheville me faisait tellement mal qu'on aurait dit qu'elle se brisait à nouveau, et il n'y avait aucune chance de me sauver. Pourtant, je continuais à lutter. Je reculais autant que je pus, et surmontant la douleur, je donnais un coup de pied à Jessica, puis un autre. Elle grognait comme une bête sauvage, ses crocs prêts à s'enfoncer dans mon cou. Soudain, un bruit fort retentit depuis les buissons. Quelque chose de grand, marron et rapide émergea de la forêt. Je n'eus pas le temps de voir ce que c'était, mais cela renversa Jessica et l'entraîna loin de moi. Je restai allongé sur le sol, respirant difficilement. L'air froid brûlait mes poumons. L'obscurité commença à envahir ma vision. La dernière chose que j'entendis, avant de perdre connaissance, fut le bruit du vent et le craquement lointain des branches. Je me réveillai en sursaut lorsqu'une chose chaude, humide et rugueuse passa sur ma joue. Je mis un moment à comprendre ce qui se passait. Je clignai des yeux plusieurs fois pour m'éclaircir les idées et vis, assis près de moi, un golden retriever. Il me regardait avec curiosité comme s'il attendait que je le caresse. Instinctivement, j'étendis la main et lui ébouriffai le pelage. Satisfait, le chien tourna sur lui-même et sortit de la pièce. Le problème, c'est que je n'avais jamais eu de golden retriever, ni cette pièce, ni ma petite amie qui dormait habituellement à mes côtés. Cette réalisation me parcourut le corps comme un frisson, me rappelant que les événements de la nuit précédente n'avaient pas été qu'un mauvais rêve. Non, c'était un véritable cauchemar. Je regardais autour de moi. Les murs blancs et la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre intensifièrent ma migraine. Une douleur fulgurante martelait mes tempes, comme si quelque chose à l'intérieur de mon crâne essayait de s'en échapper. Je passai ma main sur mon visage, tentant de me concentrer, et j'examinai la pièce. Elle était presque entièrement vide. Un lit simple, sans drap ni oreiller, juste un matelas nu. Une table vide et une armoire qui, à en juger par son apparence, était elle aussi vide. Il n'y avait pas de téléphone. Le plus étrange de tout, c'est que je ne portais pas ma chemise. Cette prise de conscience me frappa comme un seau d'eau glacée. Au loin, une musique assourdissante résonnait. Les basses vibraient dans mes oreilles, comme si quelqu'un frappait les murs de mon crâne avec un marteau. Je n'étais pas seul dans cet endroit étrange. Quelqu'un avait mis de la musique, quelqu'un se déplaçait dans la maison. Dans le silence inquiétant de cet environnement inconnu, tout mouvement semblait menaçant. Avec un gémissement, je me levai et sortis par la porte ouverte. Derrière, un couloir éclairé par la lumière naturelle s'étendait. De chaque côté se trouvaient des portes, et au bout, un escalier. Ma chambre était la dernière à droite. Titubant sous la douleur de la migraine, je continuai à avancer. L'une des portes était entr'ouverte, et je jetai un coup d'œil. À l'intérieur, un jeune homme d'une vingtaine d'années était assis, un carnet devant lui dans lequel il écrivait quelque chose, tandis que la musique qui sortait des haut-parleurs à plein volume semblait vouloir rendre sourds tous ceux qui se trouvaient à des kilomètres à la ronde. « Hé, tu peux baisser le volume !» criai-je par-dessus le bruit. Le garçon se retourna, ôta un écouteur, et me regarda comme s'il n'avait pas bien entendu. « Quoi ?» demanda-t-il. « Rien, oublie, répondis-je, sachant qu'il ne servirait à rien de discuter. Je continuai mon chemin vers les escaliers, mais je m'arrêtai net en entendant des pas lourds. Quelqu'un montait les escaliers bruyamment, comme un char avançant sur les marches en bois. Je me tendis. Les pas résonnaient plus fort qu'ils ne l'auraient été à moi dû. Soudain, un autre garçon apparut, un peu plus jeune que le premier. Il avait des yeux bleu clair, des cheveux couleur sable et un sourire trop large pour quelqu'un qui rencontre un inconnu. Il s'approcha, posa une main sur mon épaule et dit « Le chef veut te voir dans la cuisine. » Il y avait quelque chose de perturbant dans ces mots, quelque chose qui fit accélérer les battements de mon cœur. Je hochai la tête en silence et me dirigeai vers les escaliers, comme si je n'avais pas d'autre choix. L'odeur de la nourriture me frappa dès que j'entrai dans la cuisine. C'était ce genre d'arôme qui vous envahit lorsque la faim vous empêche de penser, et peu importe qui est en train de cuisiner ou quoi. Mais dès que je franchis le seuil, l'atmosphère changea complètement. « Eh bien, regarde qui a décidé de se joindre à nous !» cria l'un des 4 présents dans la pièce. Ils étaient
Tous plus jeunes que moi, plus costauds, avec cet air de personne avec qui il ne valait mieux pas discuter. Dans le coin, le Golden Retriever qui m'avait réveillé ce matin-là remuait la queue avec enthousiasme, comme si tout cela était la meilleure chose qui lui soit arrivée de la journée. « Il s'appelle Butter », dit l'un d'eux en remarquant où je regardais. « On dirait que tu lui plais. » Je ne répondis pas, je fis simplement le tour de la pièce du regard, mal à l'aise, essayant de comprendre dans quel pétrin je m'étais encore fourré. « Alors, comment tu as dormi, Danny ?» demanda un garçon aux cheveux noirs appuyé sur la table de la cuisine. Son ton était beaucoup trop enjoué pour le chaos qui régnait dans ma tête. « Eh, je suppose que bien, » répondis-je en me frottant les tempes, essayant de soulager les restes de la migraine. « Une question rapide. »« Vas-y, » répondit-il en inclinant la tête avec un sourire. Il portait un t-shirt gris et un jean, comme s'il venait tout juste de sortir d'une publicité pour des vêtements décontractés. « Comment vous connaissez mon nom et où suis-je ?»« Techniquement, ce sont 2 questions, » plaisanta-t-il avec un léger sourire. « Mais bon, on a trouvé ton portefeuille, il y avait une carte d'identité dedans. Tu es à Sigma Theta Beta, à l'université de Paloma. » Université de Paloma. Mon cœur s'arrêta un instant. Cet endroit était de l'autre côté de la ville, loin du commissariat où j'avais été la veille. Comment avait-il fait pour me retrouver? Où m'avait-il traîné durant cette foutue nuit? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous m'avez trouvé? Demandai-je, tentant de garder une voix ferme. Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un déposa un grand plat de nourriture sur la table, du bacon, des œufs, des toasts. L'odeur était tellement délicieuse que mon ventre rugit dans un acte de trahison. Le garçon qui semblait être le leader des autres désigna le plat et me demanda « Tu prends le petit déjeuner ?» Je céda. Je m'assis à la table, tandis que l'un d'eux me passait une bouteille d'eau. Je bus avec tant d'avidité que cela ressemblait à des jours sans une goutte d'eau. « Vous avez des aspirines ?» demandai-je, sentant encore le martèlement constant dans mes tempes. Le garçon roula des yeux avant de retourner à sa place. La nourriture ne semblait pas empoisonnée, alors je pris une toast beurrée et en mordis un morceau. Le croquant était tellement agréable que, pendant un instant, j'oubliais où je me trouvais. « Alors, tu te souviens de quelque chose de la nuit dernière ?» demanda-t-il, ne me quittant pas des yeux. Je déglutis le morceau de toast, sentant les souvenirs désagréables revenir. Des images vives et douloureuses, Beck, ses cris, Jess emportés loin. Mes doigts se refermèrent involontairement et je clignai les yeux pour contenir les larmes qui menacèrent de couler. « Si tu veux dire que des étudiants m'ont ramassé dans la rue, alors non, » répondis-je finalement. Ma voix tremblait. « Je ne me souviens de rien. »« D'accord, » dit-il en se frottant le menton comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. Je détournai le regard vers la fenêtre. Le soleil frappait mes yeux, trop brillants, trop indifférents à tout ce que j'avais vécu. « Quelle heure est-il » demandai-je. « 5 heures, » répondit-il. « Du matin » Je désignai le plat du petit déjeuner. « De l'après-midi » dit-il sèchement. Je haussai les sourcils. Merde, j'avais dormi toute la journée. Enfin, étant donné ce qui s'était passé la veille, ce n'était pas si surprenant. Ce qui était surprenant, c'est que je sois même réveillé. Je retournai à la nourriture, dévorant le bacon et les œufs comme si je n'avais pas mangé depuis des semaines. Lorsque je levai les yeux, je réalisai que tout le monde me regardait. Ils riaient, je déglutis et fronçai les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, » répondit le garçon avec un sourire moqueur. « C'est juste que tu ressembles à tout le monde après leur premier service. »« Service ?» répétai-je, en levant un sourcil. « Quoi, maintenant, je travaille pour vous? J'ai un appartement, un job, vous savez. Merci pour le petit déjeuner, mais je vais bien. » Les rires s'éteignirent. Celui qui semblait être le chef lança un regard sévère aux autres, et tous quittèrent rapidement la pièce, nous laissant seuls. « Désolé, mais je ne comprends vraiment rien, » dis-je en terminant les dernières des miettes du plat. « Je vois, » murmura-t-il en roulant des yeux. Puis il tendit la main. « Je m'appelle Ashton Levy, je suis le président de la fraternité. » Avec une certaine hésitation, je lui serrai la main. « Et, plus important encore, je suis l'alpha de cette meute. C'est la maison de notre meute. »« Meute ?» répétai-je, sentant que tout mon être se tendait. « Tu parles sérieusement. C'est quoi ce délire ?» Ashton prit une profonde inspiration comme s'il se préparait à quelque chose d'important. « Écoute, Danny, il s'est passé quelque chose, la nuit dernière, et tu dois connaître la vérité. »« Tu peux répéter ça ?» murmurai-je, laissant échapper un rire nerveux, bien que j'aie l'impression que tout allait exploser à l'intérieur de moi. « La nuit dernière, je t'ai transformé en loup-garou, » dit Ashton sans la moindre hésitation, comme s'il commentait simplement le temps qu'il faisait. Je soufflais, essayant de gérer la migraine, et me passais les mains sur le visage. « Écoute,
Si je n'avais pas vu, hier, mon meilleur ami revenir à la vie sous mes yeux, puis se faire poursuivre par une bande de vampires assoiffés de sang, je me serais probablement levé et je serais sorti de cette pièce. Mais, putain, Ashton, tout ça... Tout à coup, ça commence à sembler beaucoup trop crédible. Il fit une grimace, comme si mes mots lui causaient une douleur physique. Ouais, ce n'était pas la meilleure nuit, je suis d'accord. Ça explique probablement l'absence de chemise et mes jeans déchirés, continuai-je en me regardant moi-même. Répondit-il sèchement, en serrant les lèvres. Et ça explique aussi que, vous tous ici, commençai-je à dire, mais Ashton ne me laissa pas finir. Des loups-garous, dit-il avec une pointe de fierté. Ouais. Nous restâmes silencieux. La pièce tomba dans un malaise évident, mais j'étais trop en colère et trop perdu pour vraiment le ressentir. Alors, vous faites ça tout le temps? Vous transformez les gens sans leur consentement? Demandai-je en croisant les bras. C'est eux qui ont commencé, éclata Ashton en ressemblant à un enfant qui se justifie devant son professeur. Ces vampires envahissent notre territoire de chasse depuis des années. Ils tuent et transforment des gens sans contrôle. Ils se préparent pour une guerre, et s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Je levai les mains, les agitant dans un geste de désespoir. « Attends, attends, attends! Tu es en train de me dire que tu m'as transformé en loup-garou pour... Quoi? Pour une sorte de politique surnaturelle absurde? Je t'ai sauvé la vie, cria-t-il, se levant d'un coup. Tu étais à 2 doigts d'être leur dîner. Je ne pouvais pas rester là, à te regarder mourir ou te transformer en vampire. Et à la place, tu m'as transformé en loup-garou, criai-je, ma voix se brisant et se transformant en un grognement. Ashton baissa la tête, clairement mal à l'aise. Ses mains jouaient, nerveusement, avec les bords de la table. C'était la seule solution, dit-il à voix basse. Ma colère explosa comme un volcan. Tu comprends que tout ce pourquoi j'ai lutté hier soir, c'était pour rester humain? Hurlai-je, frappant la table avec tant de force qu'elle se brisa en 2. Les morceaux de bois tombèrent au sol dans un bruit sec. « Mon ami! Ma table !» protesta Ashton en désignant les restes du pauvre meuble. « Je te pardonne juste parce que la pleine lune nous rend émotionnels. » Mais je ne l'écoutais déjà plus. Quelque chose d'autre avait capté mon attention. Il y avait un miroir sur le mur, et dans son reflet, sous la lumière tamisée, je vis mes propres yeux. Ils brillaient d'un jaune intense, antinaturel, terrifiant. « Tu vois ?» murmurai-je d'une voix rauque, reculant d'un pas. « Regarde-moi, je suis un monstre. » Ashton soupira, comme s'il avait déjà entendu ce genre d'accusation 1000 fois. « Tu n'es pas un monstre, Danny. Aucun de nous ne l'est. »« Vraiment ?» Je désignai le groupe d'un geste brusque. « Et comment appelles-tu quelqu'un qui devient une bête géante, ou ces suceurs de sang qui chassent les gens? Ce n'est pas normal, Ashton. »« Danny, juste, rends-moi mon téléphone et mon portefeuille, » l'interrompis-je en tendant la main. Ashton, à contre-cœur, sortit mes affaires de sa poche arrière et me les tendit. Je ne dis rien, je me tournai et me dirigeai vers la porte. J'avais besoin de partir. Où? Je n'en savais rien, mais n'importe quel endroit serait mieux que celui-ci. Cependant, juste lorsque j'atteignis la sortie, 2 garçons bloquèrent à mon chemin. « S'il vous plaît, dégagez !» dis-je d'une voix basse, mais pleine de menaces. « Où crois-tu aller ?» La voix d'Ashton se fit entendre derrière moi. « N'importe où, sauf ici, » répondis-je sans le regarder. « Je ne peux pas te laisser partir, Danny, » dit-il, déjà debout derrière moi. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, mais une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. « Et pourquoi pas ?» demandai-je, me retournant vers lui, les poings serrés, prêt à me battre. « Parce que tu ne te souviens de rien depuis que tu t'es transformé hier soir. Tu ne contrôles pas ton loup, ni tes capacités. Ça te rend dangereux, tant pour les humains que pour nous, » déclara Ashton avec une gravité implacable. « Je m'en fiche !» criai-je, sentant la colère bouillonner à l'intérieur de moi. « Tu crois que j'ai demandé ça? Tout ça? Laisse-moi partir, bon sang. »« Tu ne partiras pas, » répondit-il calmement. « Très bien, » grognai-je, cédant, bien que tout en moi crie intérieurement. « Alors je partirai. Résoudre ça. Seul. » Je montai les escaliers comme un enfant en colère, claquant la porte derrière moi en arrivant dans ma chambre. Le bruit résonna dans le couloir, mais personne ne vint après moi. Ils me laissèrent seul pour que je me calme, mais je bouillonnais de rage. Je m'affaissai sur le lit et vérifiai mon téléphone. Quelques messages de Beck et Jess demandant où j'étais et si j'allais bien. Mon cœur se serra en pensant qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Bien que le soleil fût encore suspendu à l'horizon, sa lente disparition me rappela que je n'avais pas beaucoup de temps si jamais ils décidaient de me chercher. Ils pourraient suivre ma trace grâce à l'odeur, mais maintenant, j'étais différent. D'une manière ou d'une autre, cette pensée m'apporta un certain réconfort. Mais, bon sang, c'était sans doute le réconfort le plus glaçant que j'ai jamais ressenti. Soudain, l'air conditionné se mit en marche, remplissant la pièce d'un souffle glacial. Je frissonnais en me rendant compte que j'étais toujours sans chemise.
Malgré ma condition de loup-garou, je restais maigre. Où étaient donc les muscles promis, bon sang? J'ouvris l'armoire, mais je n'y trouvais que l'odeur de naphtaline et de poussière. « Hé, quelqu'un a-t-il une chemise » criai-je dans le couloir. Mais je regrettais immédiatement. Ma propre voix résonna dans mes oreilles comme un coup de canon. 1 minute plus tard, Ashton apparut à la porte, une chemise blanche à la main. « Merci » grognai-je en prenant le vêtement. « Mais sérieusement, vous n'avez pas des aspirines ?» La douleur dans ma tête est insupportable. « C'est normal » dit-il avec un sourire moqueur, me regardant comme s'il expliquait à un enfant ce qui se passait lorsqu'on mange trop de bonbons. « Ton corps s'adapte aux nouvelles sensations. Ça passera tout seul. » Il se tourna et partit, me laissant marmonner après lui. « Ouais, bien sûr, merci beaucoup. » Je lui montrai le doigt d'honneur dans son dos, enfilai la chemise et me laissai retomber sur le lit. Un autre coup de réalité. Même ce foutu lit n'avait pas de couverture. Allongé, je commençais à faire défiler les pages sur mon téléphone sans réfléchir, tentant de me distraire, mais la fatigue finit par m'envahir. Je m'endormis presque sans m'en rendre compte. Je fus réveillé par le bruit fort d'un verrou qui se fermait. La porte, elle avait été bloquée de l'extérieur. Ensuite, j'entendis un bruit de quelque chose de lourd traînant sur le sol, bloquant la sortie. « Que faites-vous » criai-je, courant vers la porte et tirant sur la poignée. « C'est pour ta sécurité. »« Et la nôtre » répondit Ashton. Sa voix était étouffée, mais son ton avait une fermeté glaciale qui ne permettait aucune discussion. « Protection contre quoi, bon sang » rugis-je. « Contre toi » dit-il froidement. « Regarde par la fenêtre. » Je restais figé. Je m'approchai du petit verre sale et regardai à l'extérieur. La lune était là, haute dans le ciel, pleine. Je déglutis, sentant la peur glacée monter du plus profond de moi. La pleine lune. Sérieusement, murmurai-je, fixant le ciel nocturne. Ashton et les autres disparurent, me laissant seul. « Et si tu te trompes » criai-je désespéré, tirant encore sur la porte fermée. « Et si je suis encore humain ?» Mais même moi, je ne croyais pas à ça. Un souvenir de mes yeux brillants d'un jaune surnaturel traversa mon esprit. Je couvris mon visage de mes mains, luttant contre la panique. « Dis-le à ma table !» cria Ashton depuis le bas des escaliers, et ces mots percutèrent dans ma conscience comme une aiguille. Je me laissai retomber sur le lit, furieux, frustré, rempli d'une rage bouillonnante sous la surface. Cette fois, ce n'était pas seulement contre eux, mais aussi contre moi-même, contre mon impuissance, contre cette malédiction qu'ils m'avaient imposée. Je commençais à me balancer d'avant en arrière sur le lit, comme si cela pouvait m'aider à calmer la vague de panique grandissante, mais rien n'y faisait. La pièce devenait de plus en plus chaude, bien que l'air conditionné continuât de fonctionner. La chaleur ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme si un feu infernal s'était allumé en moi, brûlant tout sur son passage. Finalement, mes jambes cédèrent, et je tombai au sol, à peine capable de respirer. C'était insupportable. La chaleur céda la place à une douleur si aiguë que je hurlais, bien que ma voix se soit rapidement éteinte. Mes os commencèrent à se briser, à craquer, et je sentis comme si leurs bords tranchants perforèrent mes muscles. La première chose à me faire souffrir fut ma mâchoire. Je la serrais tellement fort que je pensais que mes dents allaient en se briser. Les larmes coulaient sur mon visage, mais elles n'apportaient aucun soulagement. Désespéré, je m'enroulai dans mes propres bras, serrant si fort que mes ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Cela aida un peu. La douleur des coupures était plus supportable que ce qui se passait à l'intérieur de moi. Mais alors, je vis mes mains. Mes ongles s'étaient allongés, se transformant en griffes longues et acérées. Le sang coulait de mes blessures sur ma poitrine, mais là où je m'attendais à voir le rouge familier, un pelage sombre et épais de couleur grise apparut. Je n'aurais dû ressentir que de la panique. Et je ressentais bien cette panique, mais la douleur était si intense que les émotions passaient au second plan, comme si mon âme avait décidé qu'elle ne pouvait plus supporter cela. Je ne pouvais que regarder mon corps changer, entendre mes os craquer et sentir ma peau devenir étrange, étrangère. « Non, non, putain, non !» murmurai-je, mais les mots se noyèrent dans un grognement rauque. « Vous vous souvenez de ce que je disais, que je ne supporte pas la vue du sang ? Eh bien, cela reste vrai. Mais le bruit des os brisés était encore pire. C'était un accompagnement macabre à ce qui m'arrivait. J'essayais de crier, mais même cela m'était impossible. Ma vision commença à s'obscurcir. Des étincelles brillaient devant mes yeux comme si quelqu'un éteignait les lumières. Et finalement, tout s'effondra. Je perdis connaissance, me sentant comme une marionnette dont les fils avaient été coupés d'un coup. Le soleil me frappa de nouveau les yeux, me tirant d'un sommeil agité, mais cette fois la lumière était bloquée par une silhouette. Je plissai les yeux, clignant des paupières, pour faire la mise au point, et je réalisais qu'Ashton se tenait au-dessus de moi, les bras croisés, un regard froid et pénétrant. Je me redressai lentement, me frottant le visage, et je remarquai des taches brunes sur mes mains. Mon cœur s'arrêta un instant. Putain,
J'ai tué quelqu'un ? Non, répondit Ashton rapidement, mais en voyant mon visage tendu, il ajouta avec un sourire en coin. Eh bien, au moins, on n'a rien trouvé de trop grave. Peut-être que tu as juste bouffé le chien de quelqu'un. Merci pour ton soutien, Ashton, vraiment, répliquai-je avec sarcasme tout en m'aidant à me lever. Nous étions au milieu d'un grand champ couvert d'herbe. Personne à l'horizon, juste une légère brise qui soufflait entre les tiges. Ashton fit un geste vers une forêt proche et vacillant, je le suivis. Une voiture nous attendait de l'autre côté de la clairière. « Comment j'ai fait pour sortir d'ici ?» demandai-je, fronçant les sourcils face à la douleur aiguë dans ma tête. « Je ne me souviens de rien. » Ashton soupira, comme s'il était habitué à répondre à des plaintes. « Après t'être rendu compte que tu ne pouvais pas sortir par la porte, tu es passé par la fenêtre. »« Par cette toute petite fenêtre ?» fis-je, en désignant, incrédule, le supposé point de mon évasion. « Ouais, t'as dû être vachement motivé. »« On peut ne plus en parler ?» murmurai-je, en me massant les tempes. « J'ai l'impression d'avoir une gueule de bois épique. »« Bien sûr, mon pote, » dit Ashton en me tapotant l'épaule. Il me tendit une bouteille d'eau, et je bus avec avidité, appréciant chaque gorgée. Quand nous arrivâmes à l'immeuble de la fraternité, Ashton indiqua les toilettes. À peine y étais-je entré qu'une nausée profonde m'envahit. Le miroir me renvoya une image qui n'était pas la mienne, du sang sec autour de ma bouche, comme si j'étais une bête sauvage. Je fermai les yeux, mais l'odeur, métallique et pénétrante, ne me quittait pas. Le temps que je passais à laver le sang et la saleté me parut une éternité. Lorsque je finis, ma peau brûlait de l'avoir frotté si fort, et mon visage était couvert de honte. Je n'avais pas de vêtements propres. Ma chemise était déchirée, mes jeans pleins de trous et de taches que je préférais ne pas examiner de trop près. Enroulé dans une serviette, je descendis les escaliers, espérant trouver au moins un t-shirt décent à Ashton. À mi-chemin, une douleur perçante traversa mon abdomen, brûlante, insupportable, comme si mon estomac essayait de se dévorer lui-même. Je laissai échapper un gémissement, m'agrippai à la rampe, mais mes jambes cédèrent. Je roulai en bas des escaliers de manière maladroite et humiliante. La serviette, bien sûr, ne tint pas le coup et finit par glisser quelque part dans ma chute. Lorsque j'atterris en bas, nu et en désordre, j'eus l'impression d'avoir atteint le sommet de ma terrible journée. « Danny !» cria Ashton sortant en courant de la cuisine. Son visage était un mélange de préoccupation et d'irritation. « Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Quelque chose ne va pas, » murmurai-je, me repliant sur moi-même. La douleur dans mon abdomen montait, vague après vague, me déchirant de l'intérieur. Et puis je le vis. Devant moi se trouvait un grand miroir, reflétant mon corps replié par l'agonie. Mais ce n'était pas seulement mon corps. Non, c'était un monstre. Mes yeux brillaient d'un rouge sinistre, comme s'ils appartenaient à un démon tout juste échappé de l'enfer. De ma bouche dépassaient 2 longues canines acérées, brillant sous la lumière des lampes. « Ça doit être une blague !» murmurai-je, regardant ça avec horreur. Ashton se tenait derrière moi, en silence. Son reflet dans le miroir me fixait intensément. Il ne semblait pas surpris. Il avait l'air que tout se passait exactement comme il l'avait prévu.